Mhm. Eh bien, je me demande, Pauline, si le son n'était pas coupé. Bonjour Emmanuel. Est-ce que Emmanuel, tu peux nous entendre? Ah, ben voilà, effectivement, le son était coupé. On a bien fait de faire le petit test technique. Bonjour à tous. Ah, il y a des gens qui commencent à venir. Bonjour. Bonjour Béchara. Donc on s'est dit qu'on allait commencer à 11h03, le temps que tout le monde arrive. Hop là. Ah, tiens. C'est pas en plein écran. Bon, l'application sera en plein écran, mais les slides, eux, sont un peu réduits, ce qui n'est pas grave, puisque on va passer très très rapidement sur les slides. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes quasiment 20 pour parler de partage d'expertise dans le monde industriel. L'idée, c'est de faire une partie assez rapide de théorie, une partie un peu plus longue de pratique en vous montrant la démo. C'est en fait le concret, je pense, vous intéresse plus, et de quand même avoir pas mal de temps pour les questions-réponses, puisque je pense que vous en avez beaucoup, mais en même temps, dans notre entreprise, si on s'appelle Ask for the Moon, c'est aussi parce qu'on sait que c'est grâce aux questions-réponses et au partage que tout le monde apprend et que tout le monde grandit. Assez simplement, certains d'entre vous sont parmi nos clients, d'autres sont probablement des futurs clients. La mission de Ask for the Moon, c'est de fournir la plateforme et la solution la plus efficace possible pour l'expertise industrielle, partager le savoir-faire industriel. Et ça fait maintenant 1 an et demi que l'on a pris le tournant de l'IA générative. Et on a la chance d'avoir des clients de renom, des partenaires dans les écosystèmes industriels qui nous ont permis d'aller vraiment résoudre les sujets cœur du monde industriel, c'est-à-dire des sujets cœur-mission, cadence, qualité, main dans la main avec les experts. Donc, vous voyez en bas dans l'encadre bleu le type de cas d'usage que l'on va essayer de supporter avec notre outil. On fait beaucoup de normatifs, beaucoup de réglementations à chaque fois qu'on a de la connaissance qui est très complexe dans des documents qui font des milliers de pages et qu'on sait qu'on va perdre des heures à trouver la bonne réponse. C'est le moment où Ask for the Moon peut beaucoup aider. Et comment ça fonctionne? Nous, on a une croyance très, très, très profonde qui n'est pas la nôtre parce qu'elle a été théorisée il y a longtemps, c'est que le savoir-faire n'est pas un stock, que la question de la gestion des connaissances, ce n'est pas juste la question de la consommation d'un stock, mais c'est bien la mise en place d'une boucle. Aujourd'hui, dans nos entreprises, la connaissance que l'on a, elle n'a pas été inventée de façon complètement spontanée à partir de rien. C'est le fruit de discussions et d'échanges qui sont passés sur la base de problèmes du monde réel et du terrain. Et vous voyez, cette boucle-là, c'est le fondamental de la gestion de la connaissance. Et un des problèmes que l'on voit, c'est que si d'un côté, l'IA générative est très bonne pour réutiliser le savoir-faire explicite, c'est-à-dire réutiliser les documents du passé, elle est très mauvaise pour capitaliser le savoir-faire tacite, c'est-à-dire aller chercher ce qu'on n'a pas encore mis dans les documents. Et vous le savez, c'est notre grande différenciation chez Ask for the Moon. Nous, on croit que, bien entendu, il est important de réutiliser correctement la documentation qui existe, mais on pense que si l'on veut rester leader sur le marché industriel comme nos clients le sont, ce n'est pas uniquement le savoir-faire d'hier qu'il faut réutiliser, c'est aussi le savoir-faire de demain qu'il faut savoir capitaliser et mettre à disposition de tout le monde. Et donc, comment ça se passe en réalité? En fait, on a construit une plateforme qui
est centré tout d'abord sur les experts. Ce sont les experts qui créent leur propre assistant IA. Ces experts mettent à disposition ces assistants pour tous les collaborateurs. Ces collaborateurs sont capables d'avoir donc des réponses immédiates. Mais la grande différenciation, c'est que si l'assistant ne trouve pas ou n'a pas confiance dans sa réponse, on va permettre à l'utilisateur de poser la question aux experts. Ces experts sont notifiés et ça permet de répondre à tout le monde. Il y a des personnes qui ont des problèmes de son et d'image, même après avoir rechargé. Peut-être que toi, tu peux essayer de couper et remettre. Très bien. Alors, je quitte et je reviens. Alors, j'ai fait un petit tour sur moi-même pour essayer de reconnecter le son. Est-ce que le son fonctionne pour vous? Merci Frédéric. Ah, donc effectivement, peut-être que François ou d'autres personnes, vous êtes bloqués par les firewalls de vos organisations. Donc, vous ne m'entendez pas, mais Pauline, tu peux écrire. On vous enverra le replay avec le son, promis. Mais c'est très bien puisqu'on a pu faire une petite pause et prendre notre souffle avant de creuser plus profondément la partie démo. Je conclus la partie théorique simplement pour vous expliquer que cette fonctionnalité, ça nous permet d'augmenter les assistants IA en ayant, certes, ce qu'on appelle le Retrieval Augmented Generation. Oui, on a un chatbot comme tout le monde qui permet de trouver des réponses, mais on a une gouvernance des experts sur ce chatbot qui permet d'assurer la qualité et la fiabilité des documents en source, ce qui est évidemment nécessaire si vous voulez avoir la qualité et la confiance dans les réponses en sortie. Et vous avez la dimension socialisation avec un assistant IA qui est capable de trouver les collègues qui sont pertinents pour répondre, qui va assurer que les experts valident ces réponses entre pairs et donc amène l'amélioration continue, l'apprentissage en continu à travers l'entreprise. Et c'est 3 fonctionnalités clés pour cette boucle que nous livrons en septembre et que je suis très, très, très fier de vous présenter parce qu'on a vraiment travaillé très, très dur pour ça. Et vous le verrez, ça nous différencie énormément de nos concurrents ou de ce que vous voyez sur le marché. Et c'est des choses que, pour le moment, nous sommes les seuls à avoir. Et donc, si ça va à tout le monde, je passe directement à la partie démonstration. Qui a été créé par un expert auquel moi j'accède. Alors, j'ôte ma casquette de PDG de Ask for the Moon et je suis maintenant en fait un chef de projet dans une entreprise qui fournit des solutions pour laboratoire et j'ai malheureusement un audit qui va tomber sur mon projet dans quelques jours. Et donc là, je suis moi chef de projet, donc je suis plus en contact avec les clients, j'essaie de déployer des labos. Un auditeur vient me voir et je vais utiliser un assistant créé par un expert de mon entreprise et cet assistant s'appelle Product Consultation. C'est un assistant IA dans lequel, vous le voyez, l'expert s'appelle Paul Nicoletti, a chargé en fait toutes les documentations sur les différentes installations, sur les différents produits qui sont proposés dans l'entreprise. Je peux vous montrer à quoi ressemble le type de produit que l'on prend. Voilà. Ici, vous voyez, ça ressemble beaucoup à des documents que nos clients ont. Il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Et dans ces documents, vous avez beaucoup de schémas, beaucoup de tableaux, beaucoup de données techniques. Et le sujet, c'est que le collaborateur, le chef de projet qui voit son auditeur arriver la semaine prochaine, il ne sait pas fondamentalement où chercher ses réponses et quoi faire avec ces documents, puisqu'en fait, il n'a pas l'expérience
du contrôle conformité qui va lui arriver. Et donc, il utilise cet assistant pour aller trouver des réponses à ces questions et préparer son audit. Pour ça, il a une grande fenêtre de chat, et dans cette fenêtre de chat, il va pouvoir taper ses questions. Et la première question qu'il va pouvoir taper, mon audit commence demain, je travaille sur un type de produit qui s'appelle le MAS 100 ISO. Mais c'est quoi? Comment fonctionne le test de décontamination? Parce qu'en fait, c'est sûr que l'on va me poser cette question. Et là, vous voyez le chat Ask for the Moon va aller chercher les réponses uniquement dans les documents qui ont été fournis par les experts. Donc, il y a une grande différenciation avec la plupart de ce que vous allez trouver sur Internet, c'est-à-dire, au lieu d'aller chercher de la connaissance dans le modèle ou sur des sites Internet, vous avez une réponse qui vient uniquement fondée sur les documents. Là, vous voyez le document qui a été choisi, vous voyez les pages du document qui ont été utilisées. Et grande différenciation chez Ask for the Moon, vous avez toujours l'expert, auteur du document, qui est mentionné. Oui, l'expert est en entrée dans la boucle et on lui demande de préparer son assistant en sélectionnant les documents fiables et qualitatifs qui vont aider ses collègues, mais l'expert est aussi reconnu. Et donc, si vous cliquez sur le profil de Paul, vous allez pouvoir retrouver son activité et voir à travers toute la connaissance qu'il a partagée, tous les merci qu'il a reçus de la part de ses collègues et le temps qu'il a fait gagner à ses collègues. Vous voyez aussi son profil de compétences. Et donc, c'est cette partie socialisation qui est au cœur de l'ADN de Ask for the Moon, qui permet, oui, bien sûr, d'assurer la qualité et la fiabilité des réponses et donc la performance de l'entreprise, mais qui permet aussi de créer du lien et de créer de la reconnaissance envers celles et ceux qui partagent leurs connaissances. Bon, ça, c'est une première réponse. Comme vous le voyez, elle est assez simple. On va essayer de demander à l'assistant des choses un peu plus intéressantes pour essayer de voir comment il s'en sort pour nous répondre sur des sujets un peu plus compliqués. Je vais donc lui demander, notamment, je sais que l'auditeur, il est très, très friand du management visuel. Je lui pose la question, quels sont les symboles de sécurité et les avertissements clés spécifiques au MAS 100 ISO-NT que nous devrions mettre en avant pour nos techniciens et pour l'audit? Donc, typiquement, on va rechercher dans la documentation quelles sont les règles d'affichage et les règles de sûreté-sécurité qui doivent être mises en œuvre. Comme ça, moi, déjà, je peux mieux préparer mon installation pour les collègues, mais aussi, je peux mieux préparer mon audit. Là encore, l'assistant va aller chercher les réponses dans la documentation. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on vient de poser une question sur quelque chose de graphique. Et là, vous voyez, la première fonctionnalité clé que nous livrons en septembre, c'est la capacité pour nos assistants d'aller montrer les illustrations pour permettre aux collaborateurs d'aller plus vite à l'essentiel. Et vous le voyez, donc on peut cliquer pour faire un zoom. On va réutiliser la documentation et faire exactement un copier-coller de cette documentation-là. Très important de ne pas faire de transformation, très important de ne pas induire d'erreurs par rapport à des documents d'experts qui n'ont pas lieu d'être modifiés. Et ça permet en fait d'aller non seulement réutiliser, comme vous voyez, des illustrations. Je vais pouvoir vous montrer d'autres exemples, des tableaux, comme on peut trouver ici. Voilà. On peut aussi, si on retrouver des spécifications comparatives que je vais vous trouver, par exemple, juste là. Voilà, donc ici, c'est une autre session. Pour finaliser ma documentation pour l'audit, j'ai besoin d'un tableau récapitulatif des données techniques, notamment la plage de débit d'air. Eh bien, l'assistant est capable de répondre à travers un tableau formaté comme demandé par l'utilisateur et va prouver ses réponses en montrant les tableaux et les illustrations et les graphiques qui sont la source de sa connaissance. Comme toujours, vous voyez les sources et les auteurs des sources.
Ça, c'est une fonctionnalité qui est très importante pour nous. On est très fiers de l'avoir. Elle est très peu présente aujourd'hui dans le monde de l'IA générative. Et c'est une fonctionnalité qui est disponible dès aujourd'hui chez tous nos clients et sur laquelle on va bien entendu continuer de travailler. Je continue la démonstration avec une autre fonctionnalité qui nous tient à cœur. C'est ce bouton que vous voyez là, vérifier. Alors, je vais te poser une autre question pour aller un peu plus loin. Et notamment, je vais essayer d'aller vraiment embêter l'assistant. Donc là, par exemple, la tête d'échantillonnage de mon système, je dois la brancher à travers une paroi. Donc, dans mon laboratoire, moi, chef de projet, j'ai conçu l'installation pour mon client. Il y a certains équipements qui doivent être montés, mais dans des contextes particuliers, notamment, il y a des parois d'isolation entre les différentes zones de mon laboratoire, mais certains équipements doivent passer à travers. On pose la question à l'assistant qui va nous rappeler quelles sont les bonnes procédures à suivre, qui va nous rappeler les sources et qui va aussi nous montrer que, attention, mon indice de confiance, il est satisfaisant, mais il n'est pas excellent. Et donc là, l'idée, c'est que l'utilisateur, parce que demain l'auditeur vient, il n'a pas le droit à l'erreur, il va pouvoir cliquer sur « Vérifier ». Et en cliquant sur « Vérifier », cela permet à l'assistant maintenant d'aller aider l'utilisateur à poser sa question aux bonnes personnes. On voit ici la question qui est reprise. On voit ici la réponse qui est reprise de la conversation. Et lorsque je clique sur « Publier », maintenant, en fait, cette question, elle va être publiée et invisible à tous dans l'espace Product Consultation. Et on va notifier les experts de l'espace pour venir valider ou invalider ou modifier cette réponse. Et cela permet en fait d'aller en continu améliorer la connaissance dans l'entreprise. Vous le voyez ici. Donc, j'ai posté la question, comment fonctionne. On voit ici les deux sources qui ont été prises pour ma question. On voit ici l'assistant qui a répondu. Mais attention, cette réponse nécessite une validation. Je ne suis bien sûr pas expert sur ce sujet, donc moi, je ne peux pas valider. Mais les experts, eux, ont reçu la notification qui leur permet de cliquer sur un bouton, de valider. Et bien entendu, cette nouvelle réponse va maintenant être disponible à tout le monde à travers l'assistant. Et c'est là la dernière partie de la démo et la troisième fonctionnalité clé. On a vu les réponses graphiques, on a vu le bouton vérifier, mais ce qui est la plus grande avancée chez Ask est le lien enfin entre notre proposition de valeur historique qui est de socialiser, de créer du lien entre les sachants pour le progrès de tous et l'IA générative. Vous l'avez vu ici, dans cette réponse, elle est construite sur la base des documents officiels fournis par les experts, mais cette réponse a aussi été construite sur la base d'une question-réponse entre des utilisateurs. Je vous donne la question. Sophie Dubois, il y a 4 mois, a posé la question « Comment on fait pour intégrer le MAS 100 dans un isolateur ?» Et Caroline Nguyen, qui est responsable qualité, a répondu à Sophie. Cette réponse a été validée par Paul. Et c'est grâce à cette réponse qui s'est passée en quelques heures, il y a 4 mois, que l'assistant a été capable de répondre de façon plus complète et de façon plus précise à ma question. Et donc, vous le voyez, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur « Vérifier », à chaque fois que quelqu'un va poser une question dans l'assistant, eh bien, en fait, on va aider toute l'organisation à trouver les bonnes personnes, à partager les connaissances et à grandir. Et la fonctionnalité que vous connaissez déjà, mais qui permet en fait d'arriver à ça, c'est la fonctionnalité « Je ne sais pas », qui est une clé chez nous
et qui fait toute la différence par rapport à nos concurrents. Quand on ne sait pas répondre, on le dit. Et pour ça, en fait, je vais vous trouver une réponse très difficile. Ou plutôt, je vais même dire, vous voyez, moi je suis chef de projet et je vais dire combien coûte le MAS 100 en Indonésie. Donc, je change complètement de sujet. Je ne suis plus du tout sur la spécification produit, je suis passé sur un sujet commercial. Bah, là, bien entendu, l'assistant va retourner chercher dans tous les documents. L'assistant va aussi aller chercher dans toutes les questions-réponses et les réponses validées par les experts sur ce sujet, mais il ne va pas trouver. Et donc là, il répond, je n'ai aucune information sur le coût du MAS 100 en Indonésie, mais c'est l'opportunité de faire avancer le savoir de AskACME. On a le bouton « Poser la question à mes collègues ». La question est reformulée, je peux la publier. Ici, l'assistant va aller chercher dans l'organisation les collègues les plus compétents. Vous le voyez ici, ma question a été posée cette fois-ci sans réponse. On va notifier les personnes qui sont pertinentes pour répondre. Quand elles répondent, on va notifier les experts pour valider. Et en fait, grâce à un assistant qui ne sait pas, finalement, en fait, toute l'entreprise a aller socialiser, chercher le savoir tacite, l'écrire et à alimenter l'assistant et donc tous les collaborateurs en retour. Et vous voyez comment, grâce à Ask for the Moon et grâce à ces fonctionnalités, on utilise l'IA générative, pas uniquement pour consommer la connaissance, mais bien pour assurer le partage et la capitalisation d'une connaissance de haute qualité pour des cas d'usage critiques du monde industriel. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Il est 11h24. C'était à peu près le timing. Et si ça vous va, je passe aux questions-réponses. Alors, oui, François, effectivement, on a un webinaire précédent qui explique comment, donc je vais lire la question de François, est-ce qu'un webinaire précédent chez Ask for the Moon explicite le processus de création d'agents par les experts? Effectivement, on a un webinaire précédent et je peux par contre rapidement partager mon écran pour vous montrer très très rapidement comment cela fonctionne. Ici, vous voyez, j'ai mon espace d'accueil. Je peux créer très facilement un nouvel espace. Dans l'espace, par exemple, produit consultation, ensuite, j'ai les sources. Et dans ces sources, je peux ajouter les sources, c'est-à-dire sélectionner les sources sur mon ordinateur ou dans mon SharePoint ou dans mon Team Center pour les ajouter à l'assistant. Ça, c'est la partie facile. La partie plus compliquée, c'est l'atelier que vous faites avec nos équipes. Donc, nous, on a des ingénieurs opérations qui vont vous aider à faire le contrôle qualité, à valider en fait la fiabilité de l'assistant avant de le publier à vos collègues. Et donc ça, en fait, c'est une session de 2 heures qui vous permet en fait de bien vérifier que tout se comporte comme vous le souhaitez. Je continue de prendre les questions. Alors, je prends la question de Alice. Alice, est-ce que vous gérez le multilangage, doc en français, question en espagnol, expert qui répond en anglais? Alors, effectivement, on ne l'a pas dit, mais c'est quelque chose qui est très, très, très important pour nos clients. Vous le voyez ici, par exemple, ces documents sur lesquels on a répondu, c'est des documents qui sont en anglais. Et pourtant, on a répondu en français. Et si maintenant, je demande à l'assistant de m'écrire un email en allemand pour répondre à mon auditeur qui est allemand, l'assistant va être capable de répondre en allemand. On gère une cinquantaine de langues en fonction du modèle qu'on utilise. Et c'est une des grandes forces de l'IA générative, c'est cette capacité à prendre des documents en français et en allemand, répondre en espagnol, puis traduire en anglais s'il le faut. Alors, je vais prendre les questions par bas parce que
je pense qu'elles sont classées dans l'ordre inverse. Donc, une question de François qui dit « Peut-on demander à l'assistant de compléter sa réponse avec des informations obtenues sur le web ?» François, c'est une demande qu'on a souvent. Pour le moment, on ne le fait pas. Pourquoi? C'est que chez nos clients, il y a plus de risques à, pour le moment, introduire de la connaissance du modèle ou de la connaissance du web. Et on se concentre pour le moment pour faire des réponses fiables et précises uniquement sur les docs internes. Cela dit, votre demande est complètement pertinente. On espère y arriver à un moment, mais ce ne sera qu'au minimum, enfin, au plus tôt dans la deuxième partie de 2026. Et je continue avec la question de Frédéric Mours. Et je clique sur le petit bouton. Afin d'enrichir le prescrit, est-il possible de manière occasionnelle de notifier les experts pour suggérer des mises à jour des documents existants sur la base des échanges sur Ask for the Moon? Alors, tout à fait, c'est tout le but de la plateforme, c'est-à-dire d'apporter aux experts l'information de quelles sont les questions posées, à quel endroit les réponses apportées sont bien notées, à quel endroit les gens sont perdus, à quel endroit on pense que la documentation est là, mais il y a énormément de questions qui sont postées sur le même sujet, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un trou dans la raquette. Donc aujourd'hui, les experts, ils ont accès à ces données-là et à cette activité-là. Et l'objectif de Ask dans notre R&D, c'est de justement continuer d'investir dans nos assistants pour qu'ils soient capables d'assister les experts dans la mise à jour de leurs documents en disant, tu vois, cette réponse-là que tu as validée, ce n'est pas la même que ce document-là que tu as écrit. Je t'ai réécrit le document. Donc, on a très, très envie de faire ça. Pour le moment, ce n'est pas le cas sur la plateforme. Il y a d'autres questions. Jeanne, Henri. Donc, Jeanne, vous me demandez, savez-vous connecter à des LLM existants, type ChatGPT ou Gemini? Jeanne, c'est une très bonne question. Effectivement, nous avons la capacité d'être complètement agnostique sur le LLM, donc le modèle d'IA fondateur sous-jacent. Si votre entreprise est sur Mistral, on se connecte à un Mistral. Si votre entreprise est sous ChatGPT, on se connecte à ChatGPT. Si votre entreprise a besoin d'un déploiement on-premise, on déploie on-premise avec vos propres GPU, avec des modèles open source déployés on-premise pour être complètement airtight et qu'il n'y ait pas de fuite de savoir-faire critique. Je continue de remonter les questions. Une question de François. Est-ce qu'Ask for the Moon recommande des entreprises qui structurent les bases de données connaissances? Alors, très très souvent, nos clients sont déjà équipés et la bonne solution dépend très souvent de leur cœur métier, puisque en fait, suivant leur métier, il y a un certain nombre de règles de conformité qui sont liées aux bases de connaissances. Et donc, moi, je serais plutôt d'avis d'aller chercher des personnes du métier de l'entreprise, dont des consultants et des experts en knowledge management, pour répondre à votre question. Et ensuite, Ask for the Moon, nous, de notre côté, on est capable de s'intégrer à toutes ces différentes bases de données connaissances. Cela dit, en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une base de connaissances structurée pour créer de la valeur grâce à vos documents. Vous l'avez vu, en fait, un assistant, il se crée en quelques heures. L'expert va chercher dans le drive, dans son disque dur, dans sa boîte mail, les sources de connaissances qui lui semblent pertinentes sur un sujet donné. Et en fait, ce faisant, il est en train de structurer, il est en train d'opérer la gouvernance de la connaissance sur un sujet, ce qui lui permet en fait de très rapidement mettre à disposition cette connaissance pour tout le monde. Et l'intérêt, c'est que ça permet de tout de suite créer de la valeur et de voir quelles sont les questions posées, de voir où l'assistant est utile et où il n'est pas utile, et donc de donner une information aux experts comme à la direction sur à quel endroit investir pour capitaliser et structurer la connaissance. Et ça, c'est un sujet qui est important pour Ask for the Moon, de d'abord créer de la valeur métier sur des missions critiques et de ensuite structurer en ayant la connaissance de qu'est-ce qui est nécessaire pour le métier. Donc, valeur d'abord, gestion du stock ensuite. C'est ce que j'expliquais au début. Nous, on pense que la gestion de l'expertise et de la connaissance, ce n'est pas une gestion de stock, c'est une gestion de flux. Et je pense que vous le savez tous dans vos entreprises, mieux vaut avoir la commande avant de produire.
Je continue de remonter et je réponds à la question de Florine. Florine, y a-t-il un nombre de documents que l'on peut, un nombre limite de documents que l'on peut ajouter à un assistant? Il n'y a pas techniquement de limite, mais il y a une limite fonctionnelle. C'est-à-dire que plus vous mettez de documents sur des sujets différents, plus vous allez réduire la qualité des assistants, puisque en fait, plus vous avez de foin, plus c'est difficile de trouver l'aiguille qui est cachée dedans. Et donc, nous, on aime bien préconiser à nos utilisateurs, à nos clients, d'avoir un assistant, un espace dédié à 2-3 experts qui sont experts sur un sujet et de faire un assistant par sujet et de sélectionner ensuite les documents les plus qualitatifs et qui ont le plus de valeur sur ce sujet. Et donc, vous voyez, encore une fois, le but n'est pas de tout importer et de prendre tout le passé, mais bien de sélectionner de façon consciente qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur aux collaborateurs. Je continue de répondre aux questions. Une question de Régis Schmitt. Quel est l'intérêt de l'expert d'alimenter Ask? J'ai fait partie d'une organisation qui utilisait une Brainbox ouverte à tous les employés et les gens ne l'utilisaient pas car le management n'avait jamais prévu de laisser du temps pour intervenir sur cette Brainbox. Alors, complètement d'accord avec vous, Régis. Il y a effectivement un alignement à créer entre les besoins des collaborateurs qui, comme notre personnage précédent, a un audit la semaine prochaine et il faut trouver des solutions rapidement. Le besoin des experts. Typiquement, les experts vont passer beaucoup de temps support interne, décrocher le téléphone, répondre aux mails, un peu de temps à écrire de la documentation en espérant qu'elle va être lue et un peu de temps pour des sujets vraiment profonds à forte valeur et jamais assez sur ces sujets-là. Et la direction, elle, son rôle, c'est justement de bien fixer les règles pour expliquer que oui, les experts doivent dédier du temps et donc ce temps, il doit être protégé. Mais ça leur permet aux experts de continuer à remonter en compétences, ça leur permet de gagner du temps parce qu'en fait, finalement, quand j'investis en créant un assistant, je réduis toute ma charge de travail liée aux questions récurrentes et j'augmente mon temps dédié aux questions difficiles, critiques, sur lesquelles je vais vraiment pouvoir faire la différence. Et c'est le rôle de l'assistant, justement, de répondre aux questions tout venant, comme de vous faire remonter les questions qui, elles, sont un peu exceptionnelles, un peu porteuses de beaucoup de valeur. Et c'est le rôle de la direction de bien protéger le temps de chacun pour que cette boucle fonctionne correctement. Et donc, voilà, ça, c'est le rôle chez nous. D'un côté, on a des ingénieurs opérations qui aident les experts à gagner du temps en partageant plus efficacement leurs connaissances. Et de l'autre côté, on a des commerciaux chez nous dont le rôle, c'est d'aller voir les directions et la hiérarchie pour leur expliquer que ce n'est pas uniquement un outil qu'ils achètent, c'est une autre façon de penser la gestion du savoir-faire et que ça nécessite de leur part un investissement et notamment de fournir du budget temps pour les experts. Je continue de répondre aux questions. François, at For the Moon, sollicite les experts. Comment s'interface-t-elle avec l'écosystème existant? Aujourd'hui, on est interfacé au mail, bien entendu. Vous avez aussi les notifications sur votre mobile et on est aussi interfacé avec Teams pour que vous recevez en fait directement les notifications dans Teams. On a aussi un petit réglage qui permet en fait de décider pour l'expert s'il veut être prévenu très très rapidement, très souvent, une fois par jour au maximum, ou s'il veut plutôt être en mode silencieux, c'est-à-dire d'être vraiment prévenu que quand c'est vraiment important. Je reprends un peu mon souffle et je bois un coup d'eau. Je vois qu'il y a pas mal de questions et il nous reste du temps, donc voilà. Très bien, n'hésitez pas à en poser d'autres, je crois qu'on va pouvoir répondre à tout. Alors, une question de Régis qui parle de l'expert est-il rémunéré pour cela ou son management intègre clairement cela dans sa liste de tâches quotidiennes qui définit les indices de confiance? Alors, il y a deux questions dans votre question. La plus facile à répondre, c'est les indices de confiance affichés par l'assistant sont calculés de notre côté en fonction de la confiance qu'on a
dans les sources et dans la proximité avec la réponse et la qualité de la réponse. Et je suis d'accord avec vous, c'est un sujet qu'on travaille avec les experts pour que justement, on n'ait pas un indice de confiance qui soit un indice data, mais qui soit bien un indice métier. Et ça, c'est de la R&D en continu. Pour venir à la première question, qui est sur le sujet de la rémunération et ou du cadre RH. Donc, chez nos clients, on va avoir deux types de clients. Donc, chez Airbus, chez Framatome, on a des filières expertes qui sont structurées, dans lesquelles, en fait, il y a déjà des systèmes de facturation interne ou de temps dédié à la capitalisation et au partage. Donc, on arrive et on est déjà dans un cadre qui est officiellement propice à l'expert qui partage sa connaissance. Cela dit, notre travail, c'est de venir optimiser et de faire gagner le temps à l'expert comme aux collaborateurs dans ces échanges. Et on a aussi des clients sur lesquels cette filière experte et cette boucle de partage de l'expertise et du savoir-faire n'est pas structurée. La plupart du temps, en fait, le savoir-faire est déjà partagé et il y a déjà une version non officielle où en fait les experts s'entraident, décrochent le téléphone à la machine à café, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec les experts, avec la direction, avec les RH, avec les syndicats pour bien montrer que le but de Ask n'est pas de rajouter du travail en plus sur les épaules des experts, mais en fait d'aller optimiser des échanges qui ont déjà lieu, et notamment assurer que dans ces échanges déjà lieu, si des réponses sont apportées, elles soient rapportées une seule fois et qu'ensuite elles soient réutilisées automatiquement pour réduire la charge expert, qu'elles soient aussi réutilisées pour montrer l'impact de l'expert auprès des collaborateurs. Vous l'avez vu dans le profil de Pierre, on voit la réutilisation de ses réponses, on voit la réutilisation de son savoir-faire, on voit le gain que cela apporte pour les autres. Donc notre but, c'est aussi d'apporter de la visibilité et de la reconnaissance à ceux qui ont le savoir, pour notamment que leur rôle de partageur du savoir soit protégé à travers l'organisation. Et ensuite, cela peut être fait soit de façon non officielle, en disant juste voilà un nouvel outil qui remplace le mail et le téléphone, ou ça peut être fait de façon officielle en mettant en place soit des objectifs, soit des rémunérations particulières, soit de la facturation entre les services. Mais là, nos équipes vont vous aider, bien entendu, puisqu'on a cette expertise de l'organisation de la gestion de la connaissance, on va dire de façon générique, mais c'est surtout à vous de vous poser ces questions-là, et on peut vous aider, par contre, à vous les poser. Alors, une question de Alice. Les documents sont-ils chargés dans Ask ou Ask peut-il les charger lui-même depuis un répertoire? Les deux sont possibles. La version que vous avez vue, c'est une version en fait où c'est l'expert qui, à la main, ajoute ses documents. C'est la version de base qui permet de livrer très vite. Et ensuite, il y a deux solutions pour connecter et intégrer Ask à vos outils de gestion des connaissances, OneDrive, SharePoint, Teamcenter et d'autres. Soit du côté du client de la DSI, c'est la DSI qui fait le pont et pousse les dossiers des experts vers Ask, ou on propose aussi des intégrations qui permettent en fait en un clic d'aller ouvrir votre SharePoint et sélectionner dans SharePoint les bons documents. Dans les deux cas, le but, c'est bien entendu de faire gagner du temps au moment où vous sélectionnez les documents, mais c'est aussi de maintenir la connexion et la mise à jour en temps réel. Quand vous mettez le doc à jour dans SharePoint, il est directement mis à jour dans votre assistant. Alors, Hao, je prends votre question, mais je pense que j'en ai un peu répondu. Donc, je rappelle, il y a deux paradigmes pour l'intégration. Le premier est un paradigme qui donne le contrôle à la DSI cliente et qui évite d'avoir des accès qui peuvent être problématiques en termes de confidentialité ou de criticité métier, c'est-à-dire c'est en passant par notre API que les experts sélectionnent dans leurs outils à eux, donc par exemple dans Teamcenter ou dans SharePoint, ils mettent un tag Ask for the Moon sur leur doc, et la DSI prend tous les documents tagués Ask for the Moon et les synchronise tous les soirs ou toutes les semaines. Ça, c'est une version qui évite une connexion directe.
Et ensuite, il y a l'autre version qui est la connexion directe, c'est-à-dire que vous ouvrez Ask for the Moon. Ask for the Moon a été connecté une fois lors de la mise en place de la plateforme à votre GED, SharePoint, OneNote, etc., etc., par la DSI. Et quand vous cliquez sur « Ajouter une source », vous allez explorer vos documents SharePoint pour pouvoir les sélectionner dans votre assistant. Je continue de répondre aux questions. Alors, François, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'un expert peut répondre avec un vocal ou une vidéo plutôt que par écrit? Eh bien, pour le moment, non. Ce que vous pouvez faire, c'est répondre dans un Teams et l'enregistrer et ensuite l'ajouter en source. Mais pour l'instant, les capacités audio et vidéo ne sont pas intégrées chez Ask. Le plus probable, d'ailleurs, c'est qu'on va plutôt s'intégrer à des capacités audio-vidéo que vous avez déjà, comme Teams. Une question de Ellie. Nous avons un référentiel normatif industriel très complexe, évolutif et tentaculaire. Dans quelle mesure un assistant pourrait nous aider? En fait, c'est tout l'intérêt. Vous avez vu, l'IA générative, elle a des points faibles, mais son point fort, c'est clairement la capacité d'aller chercher dans des documents très très longs, qui peuvent faire des milliers, voire des dizaines de milliers de pages, dans lesquels, en fait, même les experts vont passer plusieurs heures à trouver les bonnes références. Et bien là, c'est là où l'assistant peut prendre quelques secondes pour retrouver l'aiguille dans la botte de foin. Et donc, ces moments de recherche où je ne sais pas où chercher, je ne sais pas quoi chercher, je n'ai pas les bons mots, je ne sais pas le bon document, et bien là, typiquement, l'assistant vous aide à trouver la réponse à travers un référentiel normatif long et lourd. Et si jamais il ne trouve pas, et bien en fait, de la même façon, vous avez le même problème, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous ne savez pas comment poser la question, vous ne savez pas qui sont les experts sur le sujet. Encore une fois, l'assistant vous aide à trouver les collègues à travers un organigramme industriel très complexe qui peuvent vous répondre. J'ai terminé les questions-réponses. La dernière question de Frédéric, donc n'hésitez pas à ajouter d'autres questions parce que je crois qu'on est encore dans les temps. Au-delà des documents, est-il imaginable d'y connecter des référentiels type MDM pour faire des liens entre prescrits et matériel? Alors oui, tout à fait. Donc, les gestions de type PLM, type Team Center, de type gestion de configuration, vous pouvez retrouver de la documentation donc, sous forme de tableau SQL, vous allez pouvoir retrouver de la documentation dans vos ERP. On a commencé à travailler avec nos clients là-dessus et de justement permettre des connecteurs spécifiques vers des référentiels qui ne sont pas documentaires. C'est en R&D et sur des TRL assez bas pour le moment. Notre vision, c'est plutôt de mettre à disposition de nos clients des API très clairs et très simples pour qu'ils puissent, eux, intégrer des contenus métiers complexes par eux-mêmes et ou avec des intégrateurs et ou avec l'aide de nos équipes. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, ce n'est pas uniquement la connexion technique qui va être importante, même si elle l'est, c'est aussi la compréhension métier. Or, aujourd'hui, l'IA générative est bonne pour comprendre des textes parce qu'il y a un cadre sémantique. On a beaucoup travaillé sur les tableaux et les images, vous l'avez vu, ça devient plus compliqué. Typiquement, des référentiels type MDM, c'est un niveau de complexité plus haut. Et donc, il va nous falloir quelques temps et surtout une collaboration très proche avec nos clients pour réussir à en tirer des réponses fiables. Alors, MDM, c'est, je crois, c'est de la gestion de la configuration. Tac, tac, tac. Si quelqu'un s'y connaît mieux, je veux bien que vous répondiez directement dans le chat. Master Data Management, je ne pense pas, non, c'est... Ouais, c'est ça, Master Data Management, ouais. OK. Oui, donc le travail qu'on a fait avec certains clients, c'est qu'effectivement, eux, ils ont par exemple leurs fiches produits qui sont dans des bases SQL. D'autres clients, par exemple, vont avoir leur référentiel dans SAP. Là, un MDM, a priori, c'est toutes ces données qui sont mises dans une autre base structurée. Typiquement, là, on est sur
un sujet de comment on fait pour comprendre des choses qui sont très propres à votre métier et à votre entreprise et le rendre compréhensible par des assistants IA. Et donc, je répète ma réponse, c'est faisable, mais ça prend du temps et on a besoin d'avoir un partenariat ensemble pour y arriver. Et je crois, sans me tromper, qu'on a fini. Et je crois que la fin du webinaire, c'était 45, c'est ça? Parfait. Parfait. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci surtout pour toutes vos questions qui étaient très, très intéressantes. Vous le voyez, du technique jusqu'à la gouvernance, en passant par les RH, le sujet de la gestion du savoir-faire dans le monde industriel, il est passionnant et il est passionnant grâce à vous et grâce à ces événements. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez qu'on creuse vos cas d'usage et vos missions. On sera ravis de se casser les dents sur vos problèmes. Merci à tous, merci à toutes et je vous souhaite un très bon appétit.